45 minutes de réflexion, 45 minutes d'analyse, c'est l'objet et l'objectif assigné au cours de cette émission autour du plan. Une émission qui, à chaque fois, je vous le rappelle, c'est une émission qui ne laisse aucun sujet sur l'actualité et qui qui reçoit pour vous des personnes afin de débattre, analyser sur des questions pertinentes de la République démocratique du Congo et pourquoi pas du monde entier. C'est dans ce cadre que je reçois pour vous Maître Franklin Milambo. Il est donc premier vice-président de l'ASBEL, ASEM, dans les amis des Sims, Mulungulungu, et Maître José Balukuna, qui est deuxième vice-président de cette même association. C'est avec eux que nous allons partager, que nous allons débattre, que nous allons analyser autour d'une thématique très importante sur la jeunesse et l'avenir de demain, utopie ou réalité en République démocratique du Congo. C'est avec cette joie, cet empressement que je reçois Maître Franklin Milambo. Bienvenue dans cette émission autour du plan. Merci, Maître José Balukula, bienvenue dans cette émission. Merci. C'est votre première fois, mais je pense que ça ne sera pas la dernière. Donc, c'est votre maison. Vous pouvez passer à maintes reprises comme vous le voulez. Nous allons directement aborder notre sujet. Très chers téléspectateurs de Télé Plus, c'est un sujet très important que nous débattons aujourd'hui, que nous analysons avec ces deux frères qui me sont proches. La jeunesse et l'avenir de demain. Utopie ou réalité. C'est un slogan qui est chaque jour quotidiennement prononcé par le jeune, que nous, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Est-ce c'est une utopie ou c'est une réalité? Avant tout, je voulais d'abord, parce que nous parlons de la jeunesse, Maître Franklin, si vous pouvez me donner votre impression, votre analyse par rapport à ce qu'on appelle la jeunesse. Merci beaucoup pour la parole. D'abord, avant que je réponde à la question, je voudrais peut-être qu'on fasse une petite rectification. Je suis le premier vice-coordonnateur. Ah, le premier vice-coordonnateur, voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, s'il faudra définir la jeunesse, déjà, il faudra savoir que le mot jeunesse, d'abord, semblerait être un mot polysémique autour duquel on peut essayer un peu de dégager plusieurs définitions, plusieurs concepts. Mais il faut tout simplement retenir avec une définition un peu plus brève que la jeunesse, c'est la fleur d'âge d'une personne. Et donc, c'est le matin de la digne vie d'une personne à laquelle la personne est encore capable de faire tout ce qu'il faudra faire comme en tant qu'humain. Et je pense que si il faudra peut-être essayer d'élargir cette même définition autour de ce même concept de jeunesse, il faudra encore retenir que la jeunesse n'est pas seulement ce qu'on peut concevoir aujourd'hui comme un synonyme d'une personne en état d'ignorance ou en état d'incapacité de pouvoir faire certaines choses. Donc la jeunesse, c'est tout simplement le début, encore le matin, d'une vie d'une personne. José Balokuna, vous pouvez ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire, Maître? Oui, déjà, d'abord, je reviens dans le même ordre d'idée pour rectifier ce que vous venez à peine de dire. Je suis le deuxième vice-coordonnateur de l'ASEM et non le deuxième vice-président de l'ASEM. Et déjà, il a parlé de la jeunesse. Il a bien énuméré pour nous dire que la jeunesse, c'est un mot polysémique. Donc, on peut dégager plusieurs définitions autour de ça. On peut dire la jeunesse, c'est le début d'une vie d'une personne. Ça peut être à l'âge de 14 ans, ça peut être à l'âge de 12 ans. Ça dépend de la façon dont une personne doit prendre des responsabilités, de la façon dont une personne pense à concrétiser quelque chose. Donc, c'est ce que je peux dire sur ça. Autour du plan de séjour, la jeunesse et l'avenir de demain, utopie ou réalité. Nous remarquons à ces jours que les institutions publiques ou encore les institutions de l'État, la majorité des personnes qui s'y trouvent, c'est le vieux. Pourquoi pas la jeunesse prendre de l'ascendance sur le vieux? Et pourquoi pas que la jeunesse prouve de quoi est-ce qu'elle est capable pour prendre la relève de demain? C'est cette réalité que nous rencontrons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous parlons du Congo.
Maître Franklin. Oui, d'ailleurs, encore, la question me semblerait un peu mitigée, ou mon avis semblerait être mitigé. Déjà qu'il faut aujourd'hui savoir que il est, il est d'abord dit dans notre constitution du 18 février 2010, telle que modifiée à ce jour, que tout Congolais ou tout humain est égaux ou est égal devant la loi. Alors, ce principe n'est pas seulement un principe constitutionnel au niveau local, ce sont des principes à caractère universel. Alors, utopie ou réalité en République démocratique du Congo, l'avenir de la jeunesse. Je commençais par dire d'abord que cette question, elle est mitigée. Pourquoi? Parce que l'on ne peut pas aujourd'hui peut-être affirmer à 100% que la jeunesse est une utopie si on parlerait de son avenir au Congo. Pourquoi? Parce que il y a aussi le ministre porte-parole du gouvernement, Monsieur Patrick Mouyaya, qui est aussi un jeune comme nous. Alors, mais on a un problème sérieux, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on parle de la jeunesse, on est beaucoup plus dans les slogans que dans la pratique. Alors, la pratique, elle est morose. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de la gestion de la chose publique, la jeune est mise à l'écart. Elle est mise à l'écart, elle est utilisée pour des fins politiques, pour des manifestations et consorts. Alors, cette jeunesse-là aujourd'hui, qui est en train de subir, je dirais, c'est une certaine discrimination de la part de la classe politique, de nos vieux, de nos papas. Elle doit se réveiller. Pourquoi? Parce que l'on ne peut pas tout simplement aujourd'hui rester dans ces slogans qui durent depuis de longues années. Il y a eu, vous vous rappelez déjà qu'il y a eu récemment, il y a eu un remaniement du gouvernement. Si vous regardez sur les 90% des personnes qui sont dans le gouvernement, vous vous rendrez compte qu'il y aura peut-être que 5% des jeunes qui sont dans la gestion de la chose publique, alors que vous avez des jeunes, ça et là, qui sont capables d'abord de pouvoir gérer des responsabilités étatiques, des responsabilités para-étatiques. Mais pourquoi ces jeunes-là ne sont pas mis à la gestion de la chose publique? C'est là où maintenant pose problème. Est-ce que c'est un problème d'incompétence? Est-ce que c'est un problème de la politique? Alors, on va en venir d'abord sur ces aspects-là, moraux ou peut-être aussi politiques, pour pouvoir développer les concepts. Voilà pourquoi j'ai dit que non, la question semblerait être mitigée de ma part. C'est à pouvoir concevoir dans ce sens-là. Donc, dire que c'est une utopie ou une réalité affirmée, prendre un point pour l'affirmer à 100%, ce serait un peu biaiser la réflexion. La méritocratie est l'un des critères que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de rechercher auprès de jeunes qui nous sommes. Est-ce c'est un problème de la méritocratie que les jeunes n'accèdent pas aux responsabilités étatiques, ou c'est une mauvaise foi de la part des vieux qui sont dans des institutions publiques jusqu'à ces jours? José Balukuna, vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça? Oui. C'est un problème de la méritocratie ou c'est une mauvaise foi de la part de ces vieux qui sont dans des institutions publiques? Oui, je peux dire déjà, dans cette histoire, chacun a une part de responsabilité. Les jeunes ont leur part de responsabilité, tout comme nos autorités aussi ont leur part de responsabilité. Je m'explique pourquoi. Nos autorités ont un système, je peux dire, de conserver les pouvoirs, leur idée, leur idéologie. En réalité, c'est pour conserver les pouvoirs. Ils n'arrivent pas à aider les jeunes à s'exprimer, laisser le temps aux jeunes de faire ce qu'ils peuvent faire, soit prendre aussi la relève de notre... C'est ça la question que nous nous posons. Et pourquoi ces personnes-là... Oui. Et déjà aussi, de la part des jeunes, les jeunes se focalisent beaucoup plus dans des futilités. Et j'avais dit bien au départ que les jeunes doivent d'abord être responsables.
ils doivent prendre des responsabilités. Et prendre des responsabilités, cela ne revient pas à dire qu'on doit atteindre l'âge quelconque, ou soit on doit atteindre nécessairement 18 ans pour prendre des responsabilités. Déjà, dans l'esprit des jeunes, il y a encore un problème. Les jeunes se focalisent dans l'ambiance, dans des histoires inutiles, prendre de l'alcool, se prostituer, endosser, au lieu de prendre leur temps, de se concentrer sur la connaissance, de se concentrer sur les affaires de l'État, de se concentrer sur l'émergence du pays, savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Genre, la situation actuelle du pays, qu'on a la guerre à l'Est, les jeunes peuvent se réunir et discuter, trouver des idées, proposer quelque chose qui pourra aider peut-être la République à changer la situation. Donc, c'est déjà ça. Si c'est une question de la méritocratie, je pense en quelque sorte, c'est oui, c'est aussi une question de la responsabilité. On ne peut pas donner une responsabilité à une personne qui n'est pas capable de l'assumer. C'est ça aussi les premiers problèmes. Avant tout, on doit passer notre temps à apprendre. Savoir que si on te donnait cette responsabilité, qu'est-ce que tu pourras faire, qu'est-ce que tu ne pourras faire. Mais vous imaginez qu'une personne qui ne sait absolument rien, comment on peut laisser à cette personne la chance peut-être de gérer un établissement public ou soit une institution de l'État? C'est aussi là, c'est un peu compliqué. C'est ça que je peux dire. Maître Franklin, la méritocratie, lorsque nous parlons de ces mots, nous voyons les atouts que les jeunes peuvent avoir pour affronter ou soit montrer de quoi ils sont capables lorsque l'État leur confie des tâches. Maintenant, nous allons faire recours, ou soit nous allons directement nous baser ou encore aller vers les gens qui ont la responsabilité de l'enseignement ou ceux qui ont la responsabilité dans l'éducation encore, dans la famille. C'est ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez imaginer par rapport à ça? Là, directement, nous allons faire appel aux responsables de l'EPST ou nous allons faire appel aux responsables des universités. Déjà, parlant de la compétence, encore la méritocratie, allez-je dire, la méritocratie va dans le sens de la compétence. Vous savez, la compétence, aujourd'hui, vous n'allez pas aujourd'hui dire qu'il n'y a pas de jeunes capables de pouvoir prendre le relève de la gestion de la chose publique en République du Congo. C'est un problème, c'est un problème éducatif. D'abord, je m'explique. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui, elle est corrompue. Et une jeunesse corrompue n'a pas de revendications. On a des jeunes compétents, capables de gérer. Le problème de la méritocratie, c'est un mot qui gangrène la politique congolaise aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez des partis politiques, vous avez des associations dans lesquelles, si vous voulez y accéder ou si vous voulez avoir des responsabilités au sein d'un parti politique ou d'une association, il faut appartenir à une tribu X. Alors, on a un problème d'abord tribal, mais ce qu'il faut retenir, que les gens doivent comprendre et savoir que le tribalisme n'est pas en soi un problème. Mais quand est-ce qu'il devient un problème? Et là, d'abord, je vais entrer dans les prescrits de la loi numéro 66 du 7 juillet 1996, à son article premier, si je ne m'abuse pas, qui pose des conditions dans lesquelles l'on doit savoir comment gérer la chose publique sans tenir compte des appartenances ethniques, tribales et consorts. À quel moment la personne quittant ou mettant peut-être le concept de la compétence de côté et en privilégiant les appartenances tribales, ethniques et consorts. Ici, l'article dit que la personne qui est en charge de la gestion de la chose publique peut commettre une infraction. Déjà, il faut savoir que ce comportement, c'est un comportement infractionnel. Déjà, je venais de le dire à l'article 1er de la loi évoquée. Et à partir du moment où il y a exclusion, il y a haine,
C'est en ce moment-là que la personne qui est lésée de ce comportement-là, de cette exclusion-là, peut porter plainte. Vous pouvez porter plainte, mais il faudra aussi de votre part que vous puissiez démontrer l'intention qu'a peut-être l'autorité en face de vous de pouvoir vous exclure au moment où vous êtes capable de pouvoir gérer la chose publique. Donc, le problème de la compétence pose un problème sérieux dans notre pays parce qu'on a des préférences. Il faudra appartenir à un parti politique, il faudra appartenir peut-être à une association ou à une tribu X pour pouvoir accéder à la gestion de la chose publique. Mais il y a des jeunes compétents capables de pouvoir gérer, de pouvoir faire émerger le pays. D'ailleurs, vous avez le président, le ministre de porte-parole du gouvernement, M. Patrick Maki, un jeune qui fait bien son travail. Et donc, déjà qu'à partir de toutes ces personnes-là, vous pouvez tirer exemple et vous pouvez tirer profit pour dire que c'est tout simplement un problème de volonté politique des acteurs politiques qui pose un problème sérieux dans la gestion. C'est un problème de volonté politique. C'est un problème de volonté politique. C'est ce qu'a déclaré Franklin Milambo dans son intervention. Donc, nos responsables, nos dirigeants doivent avoir cette volonté politique d'émerger la jeunesse qui a soif de travailler pour la République démocratique du Congo. Il y a un autre problème qui s'ajoute, un problème d'expérience professionnelle. Lorsque vous rédigez une lettre de demande d'emploi, lorsque vous rédigez une lettre à une entreprise, on veut nécessairement savoir si vous avez travaillé quelque part. Et votre expérience, ils peuvent demander une expérience de 4 ans au moment où la personne qui sollicite le travail vient à peine de quitter l'université. C'est une volonté pour cette personne qui veut employer, qui veut accorder du travail à celui qui le demande. Cette personne a la volonté ou je peux dire que non, c'est un blocage pour ne pas te permettre d'atteindre ces niveaux. José, vous avez la parole. Bon, les problèmes d'expérience professionnelle. Bon, déjà, je peux dire l'expérience ne compte pas nécessairement que... C'est ce qui est fréquent aujourd'hui. Même si vous rédigez votre lettre aujourd'hui. Une personne qui vient à peine de quitter l'université ne peut pas avoir de l'expérience. Mais non, là, je ne pense pas. Je ne pense pas puisque cette personne a fait des années et des années sur les bancs de l'université et consorts. Elle avait nécessairement appris quelque chose dans un domaine quelconque, soit dans un domaine précis. Et voilà, on ne peut pas parler seulement de l'expérience. En quelque sorte, c'est aussi un problème de volonté comme... Donc, vous devez commencer par un stage professionnel, solliciter un stage professionnel. Après 3 mois, vous renouvelez peut-être 3 mois encore, 6 mois. Si on vous trouve que non, vous êtes capable, on peut vous engager. Et si on ne vous trouve pas capable, on peut vous abandonner. Et après les 6 mois, nous en avons déjà vu des organisations qui exploitent les jeunes. Vous venez comme ça, ils vous trouvent très important. Vous venez, vous travaillez 3 mois et ils vous disent non, vous devez encore renouveler votre stage. Vous renouvelez encore 3 mois parce que vous connaissez vous-même la loi. Donc, après 6 mois, la personne normalement doit bénéficier d'un contrat de travail. Et quand il vous trouve que vous êtes capable et qu'il n'y a pas de moyens pour vous engager, ces entreprises vous abandonnent. Et là, il n'y a pas d'abord la certitude puisque la corruption règne aussi. Il y a des organisations dont nous trouvons aussi des gens capables de chapeauter ou soit d'avoir quelques postes et d'exercer aussi leurs attributions. Mais le problème de corruption se pose. Vous pouvez aller qu'il y a aussi un problème de tribalisme. Là-bas, tu es de quelle tribu? Non, je suis de ça, de ça, de ça. Et non seulement ça, tout n'est pas forcément facile. Il faut corrompre par-ci, par-là. Mais quand même, vous constaterez que la personne là a un niveau. La personne est compétente de faire quelque chose. Donc, ce n'est pas ça seulement qui compte. Il y a aussi une question de corruption, comme je viens de le souligner, que nous souffrons depuis des années et des années. Et aussi un problème de tribalisme qui règne là-dessus. Non au tribalisme, c'est la parole.
du président de la République. Il ne veut pas de ces tribalismes en République démocratique du Congo. Pour un Congo fort, uni et prospère, bannissons cette forme de vivre, de la gestion dans les institutions publiques ou encore des entreprises publiques. Nous voulons que le jeune émerge pour la République démocratique du Congo, puisque nous parlons du tribalisme. Franklin Milambo, c'est une forme qui naît au-dedans de la personne. Si nous pouvons faire une marche en arrière, nous allons constater qu'il y a des années qui sont passées, ces mots existaient dans les dictionnaires, mais ce n'était pas vraiment praticable comme aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que si nous partons du régime qui vient de passer, c'était les Minasema. Si vous allez comme ça, vous devez parler Minasema, donc quand vous parlez comme ça, vous avez de la valeur. Et dans ce régime, il y a encore cette forme qui fait rage, que non, vous devez dire ceci, Betoabou, Bichiwe, comme ça, comme ça. Et maintenant, ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être à la tête du pouvoir, aussi à leur tour, vous sentez qu'il y a une forme, il y a un sentiment qui n'est pas bien, c'est un sentiment tribal qui naît dans la personne. Un message pour ce genre de comportement, Milambo. Déjà, vous avez d'abord, avant de me poser la question, vous avez évoqué la question de l'expérience. Il faut savoir que l'expérience s'acquiert en forgeant. Vous n'allez pas laisser le jeune à la maison sous prétexte qu'ils n'ont pas de l'expérience. L'expérience s'acquiert en forgeant. Parce que toutes ces personnes aujourd'hui qui assurent la gestion des affaires de l'État ont commencé par 1, 2, jusqu'à 5. Donc, c'est un concept qui tend à exclure la jeunesse sous prétexte de manque d'expérience. Alors, pour aborder la question du tribalisme, déjà tout au début de mon discours, j'avais dit que en fait, le tribalisme n'est pas en soi un mal. Je pense que vous le savez, je le soupçonne d'ailleurs, l'article 1er de la Constitution protège nos langues et nos cultures. Et bien, tant d'autres lois aussi sur la matière. Le tribalisme, c'est bon lorsque l'on est en face de la protection de notre propre culture. Mais ce tribalisme-là est mal vu lorsque on commence à exclure certaines personnes. La discrimination. On commence, voilà, c'est d'ailleurs l'un des éléments fondamentaux. Déjà que j'avais évoqué l'article 1er de la loi de 1996. Le tribalisme devient un mal lorsque vous tendez maintenant à exclure certaines personnes au profit au profit des autres, parce que la personne n'est pas de votre tribu, parce que la personne ne parle pas les Tuluba, les Swahili et consorts. Et de là naît une conception, une notion du droit constitutionnel de la nation. Sommes-nous une nation? Sommes-nous une nation? Déjà, le professeur Jacques Ndjoli nous renseignait à l'époque que la notion de la nation, si on veut la concevoir, c'est dans son élément, encore dans son concept de vouloir vivre ensemble. C'est au moment où on veut vivre ensemble, où on se met autour d'une table, en mettant nos divergences politiques, ethniques et tribales, qu'on devient une nation. Le tribalisme est bon lorsque vous êtes autour d'une fête, par exemple, je donne l'exemple d'une fête de mariage, on peut privilégier nos coutumes, on peut privilégier notre culture, on peut privilégier notre langue. Ce n'est pas exclu, la Constitution le permet, la protection de nos cultures, de nos langues et consorts, mais que ce tribalisme-là ne puisse pas aller à l'encontre de mœurs, ne puisse pas aller à l'encontre de la loi, à chercher à exclure certaines personnes compétentes, par exemple dans un établissement ou dans une entreprise,
au profit des personnes qui appartiennent à votre tribu. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, l'on doit essayer un peu de faire table rase de toutes nos divergences tribales, ethniques, pour se sentir tous congolais en vivant ensemble, en donnant des idées pour l'émergence du pays, mais tout en sachant que pour des raisons plutôt de préservation de nos cultures et de nos langues, de nos coutumes, alors on peut procéder néanmoins à cette conception du tribalisme. Puisque nous parlons du tribalisme et puisque nous parlons de la discrimination, nous voyons à ce jour une proposition de loi qui vise à exclure certaines personnes à la magistrature suprême au cas où ces personnes-là ne sont pas nées d'un père congolais et d'une mère congolaise. La loi Tchani, la proposition de M. Noël Tchani. Un mot par rapport à ça, puisque nous parlons du tribalisme. José. Et oui, là, je ne pense pas que c'est là, ça doit être le tribalisme. En quelque sorte, c'est pour protéger les biens. Je sais pourquoi je parlais du tribalisme, mais parce qu'il y a quelque chose que je vais encore ajouter. J'aimerais que vous parliez d'abord de ça, puis je vais ajouter pour montrer qu'il y a une tendance dans les provinces de la République démocratique du Congo. Et je ne pense pas que cela soit la question de la proposition de loi. Moi, je parle de la proposition de loi de Noël Tchani, parce qu'il y a une réplique, et il y a Christian Mwanda Simba qui a dit, qui a déclaré tout haut, que si Moïse Katumbi n'est pas candidat à la présidentielle de 2023, les Katanga va se détacher de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'il a déclaré. Vous voyez que si un candidat du Katanga n'est pas retenu, dont sa candidature n'est pas retenue, le Katanga va se détacher de la République démocratique du Congo, alors que le Katanga, c'est une des parties de la République démocratique du Congo. Vous voyez ce sentiment qui naît aux Congolais que nous sommes, c'est ça. Et il y a encore une proposition de loi de M. Boris Mboukou, de l'Ensemble pour la République, cher à Moïse Katumbi, qui vient de proposer une loi qui, la personne pourra écoper 20 à 10 ans de prison si et seulement si il mangeait en public les animaux des compagnies, le chien et le chat. Vous ne voyez pas que non, c'est une tendance? C'est une tendance, un sentiment qui n'est pas du tout bien d'exclure une partie, surtout. C'est un aliment. Vous pouvez être aujourd'hui, vous pouvez être du bandundu, on vous dit de ne plus manger, comment on appelle ça? Mikebuka, vous ne voyez pas que non, vous ne serez pas à mesure de vous respirer normalement parce que c'est votre aliment préféré. Il y a de ceux-là aussi qui mangent ces viandes-là. Vous ne voyez pas, non, c'est une forme, un sentiment qui n'est pas du tout bien. C'est pourquoi j'ai parlé de la discrimination et de ces sentiments de tribal. Oui, et là, je dirais, je peux commencer par dire concernant la proposition de la loi Tchani. La loi Tchani et la deuxième proposition, je me réserve de tout commentaire et j'observe. Et puisque la lire des choses. Ici, on analyse. Moi, personnellement. On analyse, nous ne sommes pas là pour des débats, pour aboutir à des insultes de la part de personnes auteurs de ces. Non, nous ne sommes pas là. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, je me réserve d'abord de tout commentaire pour me laisser le temps de passer à la vérification profonde. Et là, je pourrais continuer avec la question des tribalismes pour dire que nous avons parlé de la méritocratie ici. Et si une personne mérite, c'est sûr que la personne doit gagner ce qu'elle veut. Pas nécessairement. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. On sait que ce n'est pas le cas. Voilà, on parle du tribalisme, mais c'est ce qui tue. C'est ça, ce qui tue aussi à ce que la jeunesse ne puisse pas avoir aussi encore une chance. Mais elle a toujours une chance. Je pense que ça pourra marcher. Mais néanmoins, on doit d'abord mettre fin à cette pratique. On doit parler dur sur ça et que ça puisse prendre fin. Puisqu'il y a des gens qui méritent, il y a des gens qui peuvent faire mieux.
Mais il y a des antivalaires, il y a des gens qui ont des esprits abusifs qui font à ce que d'autres personnes ne puissent pas aussi euh, prouver ou soit aider la République d'aller en avant. Donc, je vais dire ça. Franklin Milambo, c'est une utopie ou c'est une réalité en République démocratique du Congo? La jeunesse et l'avenir de demain. Est-ce que nous pouvons affirmer que cela est vrai ou nous pouvons dire que non, c'est une illusion que nous faisons? Ça reste comme ça. Déjà, merci. En faisant d'abord l'analyse ou encore le bilan de ce que la politique congolaise, j'affirmerai à 90% que c'est une utopie. Parce que ça se voit. Une utopie pourquoi? Oui, une utopie pourquoi? Parce que depuis l'acquisition de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous avez de mêmes têtes qui reviennent au gouvernement, qui reviennent dans des institutions de l'État, qui prennent de responsabilités même s'ils ne l'exercent pas bien, mais c'est eux exactement, exactement. C'est une utopie. Alors, cette jeunesse-là aujourd'hui, elle est sacrifiée. Cette jeunesse-là aujourd'hui, elle est mise à côté. Cette jeunesse-là aujourd'hui, elle est corrompue. On a un problème sérieux, c'est que nous avons une jeunesse congolaise corrompue. C'est une jeunesse qu'on utilise pour des fins politiques. C'est une jeunesse qu'on utilise lorsqu'il s'agit de marches politiques, lorsqu'il s'agit de porter le drapeau d'un parti politique pour soutenir l'autorité morale, encore que le concept d'autorité morale semblerait être une expression mal comprise. Mais bon, on comprend dans le contexte dans lequel on se trouve. Alors, je dirais qu'il y a un problème sérieux, c'est un problème d'humanisme. L'humanisme politique, l'humanisme de l'homme politique congolais. Je venais de le dire. Si une personne comprend que lorsqu'on lui confère une responsabilité politique, encore une responsabilité de gérer la res publica, elle doit mettre d'abord dans sa tête qu'elle ne gère pas pour le parti politique ou pour son autorité morale, mais c'est pour les biens communautaires. Du moment où on comprend ces façons de voir les choses, vous vous rendrez compte que la jeunesse sera mise à sa place. On a des jeunes compétents. Aujourd'hui, on a des licenciés, ça et là. Bien sûr, on ne dira pas aujourd'hui que tous les licenciés ou tout ce que l'université aujourd'hui produit, ce sont des bons fruits. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais à 90%, j'assume, je m'assume, il y a des jeunes compétents. Alors, on doit cesser un peu cette façon de gérer la politique congolaise, cette façon de voir que ces personnes qui ont commencé à gérer le pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je ne voudrais pas citer les noms de certaines personnes, de certaines autorités, mais déjà, faites l'examen de ces remaniements, de ces nouveaux gouvernements. Nous ne sommes pas contre. Mais vous vous rendrez compte que s'il y a des jeunes, peut-être que ça sera 2%. 2% de jeunes. Mais on se pose la même question et on pourrait se donner aussi la réponse. Mais d'où viendrait la solution? Ça, il appartient maintenant à la jeunesse de se réveiller. Cette jeunesse-là qui aujourd'hui passe tout son temps dans les réseaux sociaux, cette jeunesse qui passe son temps à des insultes, cette jeunesse qui passe son temps à des divertissements, de musique et consorts, doit savoir que l'avenir de ce pays n'appartient pas à ces papas qui ont beaucoup géré, que l'avenir de ce pays n'appartient pas seulement à ces bons slogans qu'on attend à chanter, mais cet avenir appartient à la jeunesse du moment où elle va se rendre compte que on doit sortir, on doit élever nos voix pour contester, pour essayer un peu de mettre de côté cette discrimination, parce que c'est une forme de discrimination. C'est une forme de discrimination. Très chers téléspectateurs de Télé Plus, vous nous suivez de là où vous êtes. Nous vous disons un grand merci pour votre attention scrupuleuse que vous accordez
à cette émission autour du plan, comme je l'ai dit au début. J'ai reçu pour vous Monsieur Franklin Milambo, qui est le premier vice-coordonnateur de l'ASEM, et Monsieur José Balukuna, qui est deuxième vice-coordonnateur de cette même association, avec qui on échange sur la thématique la jeunesse et l'avenir de demain, utopie ou réalité en République démocratique du Congo. La volonté politique est l'une des déclarations des intervenants. Il n'y a pas une volonté politique, il y a aussi une mauvaise foi de la part de ceux qui gèrent la chose publique, et il y a encore un esprit qui anime les citoyens que nous sommes, les citoyens congolais. Lorsque nous assumons des responsabilités étatiques, nous n'avons pas la volonté de partager ou encore de laisser la place à ceux-là qui sont venus, soit qui viennent après nous. Donc, nous voulons nous éterniser au poste qui nous est confié. Nous voulons rester là-bas le plus longtemps que possible. Et comme il y a un objectif, l'objectif principal d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible. Donc, nous devons changer de vie, nous devons changer notre vision de voir des choses. Les élections approchent, c'est en cette même année, 2023, il y aura élection en décembre. Les jeunes, nous voyons aujourd'hui, sur les plateaux de télévision, les jeunes parlant des autorités morales, parlant des partis politiques, et défendre les intérêts de ces personnes-là qui ont travaillé depuis en République démocratique du Congo, mais dont les résultats sont vraiment, je peux dire, les résultats ne sont pas concrets. Les résultats attendus par la population ne sont pas concrets. Mais les jeunes que nous sommes, nous chantons pour ces personnes. C'est un problème de la moralité? C'est un problème du manque d'argent? C'est un problème de la non-prise de conscience? Ou c'est quoi? Alors, merci. Les élections approchent. C'est dans 9 mois, je pense, dans 9 mois. Déjà que les élections approchent dans un climat pas bon, avec l'apparition d'abord de la loi Tchani, qui n'est pas en soi une mauvaise proposition, mais c'est une proposition qui a trouvé un terrain. Qui a mis le feu. Voilà. Et c'est une proposition de loi inopportune. Pourquoi? Parce que c'est à quelques mois des élections. Vous venez avec une loi qui parle de la congolité. Il faudra être né du père et de mère congolais. Alors que cette même proposition, visiblement, elle viole la Constitution, d'abord à son article 10, mais aussi d'autres dispositions, et aussi sur la loi électorale. Parce que la loi électorale, nulle part, elle dit qu'il faudra être congolais de père et de mère. Déjà que la Constitution, lorsque vous lisez la Constitution, elle dit est congolais toute personne qui a un père ou une mère de nationalité congolaise. Point barre. Elle se limite là. Maintenant, on vient avec une loi qui politiquement tend à exclure certaines personnes. On n'entrerait peut-être pas dans des débats politiques, on doit être analyste objectif pour dire que cette proposition de loi, elle est inopportune, je le disais, elle est inopportune. Cette proposition de loi viole visiblement la Constitution. Nous parlons alors, de la jeunesse. Maintenant, de la jeunesse, mais aussi des élections qui approchent. Alors, cette jeunesse, aujourd'hui, les élections approchent, la jeunesse est en train de courir derrière les autorités morales, alors que cette jeunesse-là devrait s'élever aujourd'hui pour se prendre en charge. Vous avez des jeunes qui peuvent aujourd'hui postuler dans des différents postes, notamment députation, présidence et consorts, mais elles se laissent derrière les autorités morales, ce qui n'est pas une bonne chose. Parce que on va continuer avec cet allié. Pendant les élections, ces autorités morales utilisent la jeunesse. Pendant les élections, ces autorités morales... Oui, pour des fins politiques, bien sûr, pour des fins politiques. Mais c'est pourquoi on a besoin d'avoir une jeunesse consciente. Une jeunesse qui sait prendre ses responsabilités, c'est dire, bon, c'est notre tour aussi.
Parce que récemment, le président de la République a accueilli, a convoqué une conférence avec les jeunes. Si vous regardez cette vidéo-là, vous allez vous rendre compte que sur 100% de personnes qui étaient présentes dans les bâtiments, c'est 70% de personnes âgées de plus de 40 ans. De plus de 40 ans. Il y avait même Christophe Mbosso qui était là, le président de l'Assemblée nationale. Il y avait pas mal de responsables de la République démocratique du Congo qui ont pris part à cette activité, alors que c'était bien mentionné la rencontre entre le président de la République et la jeunesse. Voilà. Et donc même la présidence, les organes de la présidence devraient mettre les points sur les i sur la question. D'abord, recevoir d'abord les jeunes. Et même les questions qui ont été posées au président de la République, c'était, bon, je peux dire, quand nous parlons de la discrimination, c'est d'abord entre nous, le jeune. Parce que les organisateurs de cette activité, c'était des jeunes. Exactement. Il y avait des gens, parce que les jeunes que nous sommes, nous étions venus simplement parce que le président nous a appelés. Nous devons parler au président et le président aussi. Vous voyez? Mais il y a eu un circuit de personnes qui se sont choisies. Vous posez la question parce que vous posez pour poser. Il y avait tel que moi là, j'avais des questions à poser au président de la République. D'ailleurs, cela prouve la mauvaise volonté de la classe politique actuelle. Il y a eu peu de jeunes dans la salle qu'à l'extérieur. Même moi là, je suis entré par tous étaient là, avec un badge de paie qui était le parking. On a été exclus, on a tous été exclus. Et la salle n'a pu accueillir que 70% de personnes âgées de plus de 40 ans. Et le président de la République, aujourd'hui, c'est pour moi, nuit et jour, à conscientiser cette jeunesse-là. Mais on a une jeunesse qui apparemment assoiffée d'argent, assoiffée des postes. Une jeunesse qui veut, lorsqu'on sort dans des rues, on lui donne 5 000 francs et puis on va quelque part, on essaie de se divertir et on oublie l'essentiel, on tape totalement à côté. Les recrutements au sein des institutions publiques de l'État, les institutions publiques, les recrutements au poste, au grand poste, ces recrutements ne se font que sous coulisses. Donc en coulisses. Seul, je peux dire, au temps du président Félix Tshisekedi, qui se bat pour la jeunesse, nous voyons des offres d'emploi dans des institutions, encore des organes de l'État, un peu publiés ça et là, venez, on recrute. Mais c'était la police et l'armée, où les communiqués passaient, où les jeunes gens embrassent beaucoup plus ces genres d'appels d'offres. Donc, c'est quelle politique, quelle analyse faites-vous par rapport à ça, José Bankoulou? Bon, déjà, ce sont de jeunes qui meurent dans l'Est de la République. Ce sont eux qui ont voulu porter la tenue pour défendre l'intégrité territoriale. Oui, déjà, je peux dire, là, c'est d'abord la mauvaise foi de nos dirigeants qui intercale cette jeunesse d'avoir aussi une chance. Et je disais, nos dirigeants exposent, soit cette jeunesse est exposée par nos dirigeants. Et elle est exposée par des dirigeants, je peux dire, qui ne se soucient pas de leur émergence, encore moins de leur évolution. Ils organisent des marches, nous venons et au cours de ces marches, on tire les coups de feu et ce sont des jeunes cumains, mais ça passe sous silence. Votre réaction par rapport à ça? Bon, moi je pense que les jeunes doivent être conscients et ils doivent cesser de suivre des dirigeants qui les utilisent pour des fins politiques. Et ces jeunes qui se fait encore fracasser pour des petites sommes d'argent, tout ça par manque d'emploi et par manque par la pauvreté, c'est ce qui fait qu'ils soient fracassés. Bon, je dirais la jeunesse, nous les jeunes, nous devons arrêter de suivre les dirigeants pour des petites sommes. Nous devons prendre conscience, nous devrons nous concentrer
sur l'avenir, puisque lorsqu'on parle de la jeunesse, on parle de l'avenir. On dit la jeunesse, c'est le début, et peut-être du commencement, on peut dire peut-être d'une année, ou soit peut-être d'une vie. Et l'avenir, là, lorsqu'on parle de l'avenir ici, on parle de la préparation. On ne parle pas de l'avenir comme on y pense l'avenir, mais on parle de la préparation. Et la préparation de cet avenir, c'est maintenant. Nous devons prendre conscience, rester serrés et ne pas se laisser faire pour de petites sommes, rester serrés. Et comme ça, on doit préparer l'avenir facilement. Donc, je veux dire ça pour ça. Le jeune, préparons-nous parce que c'est nous qui remplaçons ceux-là qui ne travaillent pas bien, qui ne gèrent pas bien. C'est la conclusion de cette émission. Donc nous devons travailler, nous devons nous donner corps, âme et esprit afin d'arracher auprès de ces vieux-là qui sont dans des institutions publiques sans rien faire, qui dorment du matin au soir, puis ils récoltent ce qu'ils n'ont pas semé. Donc nous devons nous lever comme le fait le ministre, son Excellence Tony Mwamba Kazadi, qui donne la chance aux jeunes, qui se donne corps, âme et esprit afin que le jeune d'aujourd'hui puisse bénéficier de l'éducation, puisse bénéficier de cette gratuité qui est de l'enseignement de base. Un grand merci aussi, je dis à Sagesse Toulengi Bilongi, le patron de la nouvelle vision, qui se donne corps et âme pour donner du poids, donner encore de la valeur à la jeunesse congolaise. Maître Franklin, un dernier message parce que nous sommes presque à la fin. Un dernier message aux téléspectateurs de Téléplus qui vous suivent. Merci beaucoup. Qui dit d'ailleurs le dernier message, c'est lui, mais je ne m'éviterai pas. Alors, le dernier message, je tiens d'abord à vous remercier de l'invitation. Alors, je tiens aussi à remercier le professeur Chims Mulungu, qui aujourd'hui s'est lancé, encore s'est inscrit dans cette perspective de pouvoir former cette jeunesse pour qu'elle participe à l'émergence économique de notre pays. Je remercie aussi le cordon maréchal qui a essayé aussi de se battre pour que les jeunes aujourd'hui se sentent à l'aise dans cette structure dénommée les Amis de Chims Mulungu. Alors, la jeunesse congolaise doit se concentrer sur l'essentiel. Cette jeunesse-là doit essayer un peu de mettre de futilité de côté et savoir que l'avenir du Congo nous appartient, mais cet avenir va nous appartenir si nous prenons conscience des responsabilités qui nous attendent demain et aussi des responsabilités que nous allons gérer dans les jours à venir. Je tiens à conscientiser tous ces jeunes-là, je tiens à faire vraiment un appel vibrant à nos autorités du pays de pouvoir mettre d'abord nos divergences tribales, nos couleurs politiques de côté et de pouvoir donner la chance à cette jeunesse qui aujourd'hui est presque tombée dans les oubliettes pour que l'avenir du pays soit radieux. Donc ça aurait été un... José Malokuna, quelques minutes, vous vous adressez à la caméra, vous vous adressez aux personnes qui vous suivent. Merci déjà pour l'invitation. Je remercie aussi le professeur Chims Mulungu qui a donné la possibilité et la chance à cette jeunesse de rester conscient, de prendre conscience en fait et de se concentrer sur l'avenir, réduire les temps de distraction pour ne pas attendre les temps, puisqu'on dit souvent qui attend les temps perd son temps et qui profite les temps gagne les temps, puisque tout marche avec les temps. Donc, je remercie aussi les premiers cordons de l'ASEM, Marshal Mpung, pour cette opportunité. Et aussi, je demande aux jeunes de ne plus rester distraits, de prendre leur temps de travailler, de prendre le temps de bosser, de prendre le temps de se conscientiser pour un avenir meilleur. La prise de conscience et le travail, c'est le socle de la réussite de la jeunesse pour sortir cette jeunesse longtemps courbée dans cette brousse afin d'émerger et de tenir fort la République démocratique du Congo qui est notre dénominateur commun. C'est ainsi fini pour aujourd'hui autour du plan de ces jours. Nous remercions toute l'équipe technique.
Bonsoir.